L'après-guerre a été une période de profonds ajustements, non seulement des frontières, mais aussi des perceptions. Les soldats allemands, élevés dans la doctrine de la supériorité aérienne et de l'efficacité mécanique allemande, arrivaient souvent en France avec un mépris préconçu pour la culture qu'ils avaient occupée. Ils s'attendaient à trouver la faiblesse, la désorganisation et une agriculture encore à l'âge du cheval de trait. Ce qu'ils ont trouvé dans les fermes de l'ouest et du centre de la France fut souvent un choc économique et technique qui ébranla leurs certitudes idéologiques plus sûrement que les bombes alliées. L'histoire que nous allons vous raconter se déroule en 1945, dans une petite exploitation de l'Indre, et met en scène un paysan français et un groupe de prisonniers de guerre allemands, dont l'arrogance fut balayée par le simple rugissement d'un moteur. C'est l'histoire de la victoire de l'ingéniosité sur les préjugés et du triomphe de la mécanisation sur l'effort humain. Le fermier semblait paresseux, mais il était en réalité en avance sur son temps. Mais avant de plonger dans ce récit qui expose la vanité des préjugés, nous vous demandons un instant de soutien. Ces histoires de la guerre, qui révèlent des vérités inattendues, ne peuvent continuer que grâce à vous. Si vous appréciez l'ironie et le choc des cultures, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Votre engagement est notre meilleur carburant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces chapitres oubliés. Enfin, nous souhaitons savoir de quel pays et de quelle ville vous nous regardez en commentaire. Montrez-nous où le bruit de cette histoire résonne aujourd'hui. Le petit convoi de prisonniers arriva à la ferme de la famille Renaud, près de Châteauroux, sous un ciel lourd de fin d'été. Ces hommes, pour la plupart d'anciens fantassins ayant servi sur le front ouest, avaient été habitués à l'ordre, à la discipline stricte et à l'efficacité brutale. Leur chef, le sergent Klaus Berger, un jeune homme arrogant, avait été nourri de la propagande sur la supériorité allemande et le manque de rigueur des Français. Ils s'attendaient à des champs mal entretenus et à des méthodes de travail primitives. Dès leur arrivée, la ferme leur apparut désorganisée. Contrairement aux vastes fermes céréalières qu'ils avaient vues en Beauce, l'exploitation de M. Renaud était une polyculture. Quelques champs de vignes, des parcelles de légumes et une grande étendue de terre laissée en jachère ou en attente d'être labourée pour les semailles d'automne. Et surtout, M. Renaud lui-même. Loin d'être l'homme infatigable que Berger s'attendait à voir, le fermier français passait une grande partie de ses journées assis sur un banc devant son hangar, fumant la pipe et observant le ciel. Le travail assigné aux prisonniers fut immédiatement le plus élémentaire. Labourer manuellement une petite parcelle de terre particulièrement dure, utilisant des pioches et des bêches. Leur tâche était longue, épuisante et physiquement exténuante. Pendant ce temps, M. Renaud restait là, à les regarder, les mains croisées. Le sergent Berger et ses hommes se mirent à chuchoter et à se moquer. Pour eux, l'attitude de M. Renaud confirmait tous les stéréotypes sur la paresse latine et le manque de discipline française. « Regardez-le !» cracha un soldat à Berger, essuyant la sueur de son front. Il est assis comme un roi pendant que les Allemands font son travail. Dans le Reich, on n'accepterait jamais une telle paresse de la part d'un agriculteur. Un autre ajouta, en riant, « C'est pourquoi la France a perdu la guerre en 6 semaines. Ils sont trop occupés à se reposer pour travailler. » Cette moquerie devint leur rituel quotidien. Ils se sentaient supérieurs, même en tant que prisonniers. Ils travaillaient avec une rage et une efficacité qui, à leurs yeux, soulignaient l'inaction scandaleuse du Français. M. Renaud, lui, ne réagissait pas, se contentant de les observer avec un sourire énigmatique. Il les laissait travailler, les laissait se moquer. Le jeu était simple. Les Allemands travaillaient comme des bêtes de somme, et le Français paresseux profitait de leur labeur. Jusqu'au jour où la grande parcelle, celle qui nécessitait un travail bien plus important que leur petite pioche, fut mûre pour être préparée. Après plusieurs jours de labeur manuel exténuant, les prisonniers allemands avaient à peine réussi à défricher une petite fraction de la parcelle. Ils étaient épuisés, endoloris, et leur mépris pour M. Renaud grandissait à chaque bouffée de pipe qu'ils prenaient devant le hangar. Ils croyaient sincèrement que s'ils se mettaient au travail avec autant d'ardeur qu'eux, le labourage serait terminé en un temps record. Leur vision du travail était purement basée sur l'énergie humaine brute, la discipline et le martèlement incessant. Ce que les Allemands ne comprenaient pas, c'est que M. Renaud n'était pas paresseux. Il était stratégique. Il attendait les conditions optimales, le niveau d'humidité parfait dans le sol pour éviter de briser la lame de sa machine, et le moment où la météo s'annonçait stable pour plusieurs jours.
L'agriculture moderne est une science de la patience et du timing, une notion que les soldats, habitués aux assauts rapides et aux ordres immédiats, ne pouvaient concevoir. Finalement, M. Renaud se leva. Les Allemands, travaillant avec une lenteur forcée, observèrent l'événement avec un intérêt moqueur. Le fermier ne prit pas de bêche ni de cheval. Il ouvrit la porte coulissante de son hangar, un bâtiment en bois solide mais d'apparence rustique. L'intérieur était vaste et dégageait une odeur d'huile, de diesel et de poussière. Pour la première fois depuis leur arrivée, les prisonniers eurent une vue dégagée de l'intérieur. Et ce qu'ils virent provoqua le premier murmure de surprise, un son qui n'avait rien à voir avec la moquerie. Au fond du hangar, trônait une machine massive, de couleur rouge vif, dotée de roues surdimensionnées et d'un échappement d'une taille intimidante. Ce n'était pas un simple tracteur. C'était un engin articulé dont l'avant et l'arrière étaient reliés par un système complexe, capable de supporter des charges énormes. À ses côtés, M. Renaud commença à assembler un attelage terrifiant, une charrue d'une taille colossale, équipée de plusieurs socs, conçus pour labourer des sillons profonds et larges en un seul passage. Pour les Allemands, dont la mécanisation agricole avait été largement sacrifiée au profit de l'effort de guerre, cette machine de puissance était un spectacle de l'ère industrielle qu'ils croyaient être la leur. Le sergent Berger, qui avait conduit des semi-chenillés de l'armée, s'approcha, ses préjugés vacillant face à la réalité du métal et de la puissance. Il demanda au garde français, par geste, la nature de l'engin. Le garde sourit et répondit fièrement. « C'est notre nouveau joujou. Une machine américaine, on l'a eu après la libération. Un engin pour gagner du temps. » L'engin n'était pas seulement un tracteur, c'était un puissant tracteur à 4 roues motrices, capable de tirer un ensemble de charrues qui aurait nécessité une douzaine de chevaux et l'effort de 20 hommes. Le paresseux Renaud n'avait pas travaillé lentement. Il avait simplement attendu d'utiliser le bon outil au bon moment. Il avait échangé l'effort brutal contre la puissance mécanique. L'ironie était à la fois évidente et humiliante. Monsieur Renaud, avec une méthode lente et délibérée qui contrastait avec l'empressement frénétique des Allemands, monta dans le siège de son engin. Le sergent Berger et ses hommes s'étaient rassemblés à la lisière du champ, le corps fatigué et le regard rempli d'une curiosité, désormais mêlée d'un malaise grandissant. Ils n'avaient plus envie de rire. Ils sentaient que la situation était sur le point de se renverser. Renaud actionna le démarreur. Le moteur diesel répondit par un rugissement profond et guttural, un son qui n'avait rien à voir avec le moteur d'une voiture ou d'un camion militaire. C'était le son de la puissance brute et concentrée, une vibration qui semblait faire trembler la terre elle-même. La fumée noire qui s'échappa de l'échappement haut était épaisse et prometteuse. Pour ces soldats allemands, dont la fierté technique était basée sur la sophistication de leurs moteurs d'avion et de chars, ce bruit simple et robuste était une révélation. Il incarnait l'efficacité sans fioriture de l'ingénierie américaine, une force que leur propre industrie, contrainte de produire des armes complexes et gourmandes en ressources, avait souvent dû négliger au profit de l'effort de guerre. Monsieur Renaud engagea la charrue massive. Les socs multiples, acérés comme des lames de rasoir, mordirent la terre dure et compacte. La machine ne ralentit pas. Elle avança avec une autorité inébranlable, tirant l'attelage sans effort apparent. Là où les prisonniers avaient peiné, jour après jour, à creuser des trous et à retourner la terre avec une pioche, l'engin articulé déchira la surface en sillons profonds et réguliers, créant des bandes de terre fraîchement labourées sur une largeur spectaculaire. La charrue pénétrait la terre si profondément que les racines des anciennes récoltes étaient arrachées et la terre noire remontait, prête à recevoir la semence. Le sergent Berger, ancien conducteur de half-track, observait la vitesse de l'opération avec une stupéfaction croissante. En moins d'une heure, M. Renaud avait accompli un travail qui aurait facilement nécessité 3 jours d'efforts acharnés pour l'intégralité du détachement allemand, travaillant à la bêche. Le contraste entre leur labeur exténuant et l'aisance avec laquelle la machine avançait était un camouflet direct à leur discipline et à leur orgueil. Ils avaient méprisé ce paysan pour sa prétendue paresse. Ils réalisaient maintenant qu'il n'était pas paresseux, mais intelligent. Il avait simplement refusé d'utiliser son énergie humaine pour des tâches que le pétrole et l'acier pouvaient accomplir avec une efficacité 100 fois supérieure. Le silence se fit parmi les prisonniers, mais ce n'était plus un silence de mépris.
C'était le silence du choc, de la honte et de la remise en question. La machine rouge, avançant méthodiquement d'un bout à l'autre du champ, ne labourait pas seulement la terre, elle labourait leur certitude. Elle détruisait l'idée que le travail acharné sans outils est une vertu, et elle révélait que la véritable supériorité technique n'était pas dans la guerre, mais dans la production. Le paysan français n'était pas faible. Il était un entrepreneur qui avait investi dans la technologie pour maximiser sa liberté et sa productivité. Leur arrogance s'était effondrée face au simple rugissement d'un moteur diesel. À la fin de la journée, M. Renault éteignit le moteur avec la même désinvolture qu'il l'avait démarré. En quelques heures, il avait labouré une surface que les prisonniers, à la force des bras, n'auraient pu couvrir en une semaine. La moquerie avait laissé place à une curiosité respectueuse, teintée de la confusion de l'homme dont le monde vient de se fissurer. Le sergent Berger, ses bottes et son uniforme couvert de poussière mais sa fierté militaire blessée, s'approcha du fermier. Il demanda, par l'intermédiaire du garde français qui traduisait, avec une franchise inhabituelle, « Pourquoi ? Pourquoi nous avoir laissé faire ce travail inutile et épuisant pendant 3 jours, alors que vous aviez cette machine capable de tout faire en une matinée ?» L'accusation de paresse était désormais remplacée par celle de cruauté. Monsieur Renault, retirant sa pipe pour nettoyer le fourneau, regarda le sergent dans les yeux. Il ne parla pas d'humiliation ou de revanche, il parla d'économie et d'enseignement. Le travail n'est jamais inutile, sergent, mais il doit être efficace. Je vous ai laissé travailler à la main pour 2 raisons. La première, vos gardes m'ont dit que vous vous moquiez de moi et de mon pays, me traitant de paresseux. J'ai voulu vous montrer qu'il n'y a pas de paresse, mais une optimisation des ressources. Il fit une pause, puis montra le tracteur avec un geste fier. La deuxième raison, cette machine coûte cher, très cher. Chaque heure où son moteur tourne, cela coûte en pétrole et en usure. Mon temps d'homme est moins cher que le temps de la machine, mais le vôtre m'a été alloué gratuitement pour la France. J'ai utilisé votre énergie pour le travail le plus sale, le plus basique. Quand le travail devient trop lourd pour l'homme, vous utilisez la machine, car la machine est plus rapide et plus rentable. Je ne suis pas paresseux. Je suis un entrepreneur qui sait gérer son capital. Cette réponse fut un coup de massue. Elle opposait la logique de la rentabilité capitaliste à la doctrine de l'effort idéologique. En Allemagne, le travail était glorifié pour sa propre valeur morale, même s'il était inefficace. La quantité de main-d'œuvre sacrifiée dans des projets inutiles par le Reich était colossale. Monsieur Renault, lui, jugeait le travail à l'aune de l'efficacité et du coût. Il avait utilisé la main-d'œuvre gratuite que la guerre lui fournissait pour maximiser la durée de vie de son précieux équipement. Le sergent Berger et ses hommes comprirent que leur jugement initial était fondé sur un système de valeurs faussé. Ils avaient jugé le fermier français selon les critères de leur propre économie de pénurie et de leur morale de l'obéissance. Ils découvraient que la vraie richesse n'était pas l'accumulation de biens, mais le savoir-faire technique qui permet d'économiser l'énergie humaine et l'indépendance financière qui permet de posséder l'outil de production. La France n'était pas arriérée, elle était plus moderne dans sa philosophie du travail que l'Allemagne. Ce jour-là, Berger comprit que l'échec de son pays n'était pas militaire, mais le résultat d'une philosophie qui avait privilégié la destruction à la productivité, le mythe à la réalité du moteur. Après la démonstration du tracteur, l'attitude des prisonniers envers M. Renault et leur travail changea du tout au tout. La moquerie fut remplacée par une profonde curiosité technique. Ils avaient compris qu'ils n'étaient pas là pour être punis par le labeur, mais pour libérer le temps du fermier afin qu'il puisse se concentrer sur des tâches plus complexes et nécessitant plus de savoir-faire. Le travail manuel avec la bêche, bien qu'épuisant, n'était plus perçu comme une humiliation, mais comme la petite partie d'un processus agricole global et moderne. Le sergent Berger, ancien soldat, et un autre prisonnier nommé Dieter, un mécanicien de formation, devinrent les plus assidus auprès de M. Renault. Ils voulaient tout savoir de la machine américaine. Ils passaient leur pause à examiner le tracteur, ses systèmes hydrauliques, la robustesse de son moteur diesel, et surtout la conception de la charrue, qui parvenait à retourner la terre lourde avec une telle efficacité. Pour eux, qui avaient vu l'industrie allemande se concentrer sur des machines de guerre sophistiquées, souvent fragiles et difficiles à maintenir, cette simplicité robuste et puissante de l'outil agricole américain était une leçon d'ingénierie pragmatique. M. Renault, qui avait d'abord été l'objet de leur mépris,
devint leur professeur involontaire. Il était un homme de peu de mots, mais il répondait aux questions techniques avec une patience et un sens pratique qui forcèrent le respect. Il expliqua comment il avait modifié l'attelage de la charrue pour s'adapter à la nature argileuse de son sol, comment il mélangeait différents types de carburant pendant les pénuries de la guerre, et l'importance de la maintenance préventive pour assurer la longévité de l'engin. Il ne parlait pas de guerre ou de politique, il parlait du sol, de la mécanique et de l'efficacité, des sujets universels qui transcendaient la barrière de la langue et de l'uniforme. Les prisonniers apprirent rapidement la valeur de l'économie de l'énergie. Ils comprirent que M. Renaud était en réalité l'homme le plus actif du champ. Pendant qu'il labourait une petite parcelle à la main, lui était occupé à réparer un système d'irrigation, à calculer les semailles, à négocier les prix de ses récoltes futures ou à gérer l'élevage. Il n'était pas inactif. Il concentrait son temps humain sur les tâches qui nécessitaient son expertise et sa prise de décision, laissant à la machine le travail de force. C'était l'opposé de ce qu'ils avaient appris en Allemagne, où l'effort physique inutile était souvent valorisé par le régime pour des raisons purement idéologiques et de mobilisation des masses. Cette période à la ferme Renaud devint pour Berger et ses camarades une école de rééducation technique involontaire. Ils comprirent que le progrès ne se mesurait pas par la taille de l'armée, mais par la capacité d'une nation à fournir à ses citoyens les outils pour maximiser leur productivité et minimiser la souffrance du travail manuel. Le fermier paresseux était en réalité un ingénieur agronome pragmatique, dont l'unique but était l'efficacité, et qui avait réussi à protéger son capital technique malgré 4 années d'occupation. Le sergent Berger et ses hommes ne se moquaient plus de M. Renaud, ils le regardaient avec une admiration teintée d'amertume. Leur séjour à la ferme était devenu une période d'instruction accélérée où chaque action du fermier français démentait une vérité enseignée par le Reich. Le mythe de la supériorité aryenne s'était effondré, non pas face aux tanks, mais devant une machine agricole américaine et un agriculteur pragmatique. Le plus grand choc psychologique pour eux fut la réalisation que l'efficacité ne résidait pas dans la quantité de force brute déployée, mais dans la justesse de l'outil et du moment. Ils avaient glorifié le labeur pénible et la souffrance physique, considérant cela comme une vertu nationale. Monsieur Renaud leur montrait que l'intelligence consiste à minimiser la souffrance et à maximiser le rendement. Il les laissait travailler à la pioche sur les parcelles de mauvaise qualité parce que l'amortissement du tracteur n'aurait pas été rentable sur cette terre ou que le travail manuel était nécessaire pour nettoyer les racines trop denses. Son calcul était implacable et dénué d'émotion. Il s'agissait d'argent, de temps et d'énergie. Un jour, le sergent Berger a surpris M. Renaud en train de vérifier minutieusement l'alignement des lames de sa charrue avec un instrument de mesure précis. Pour Berger, accoutumé à la réparation rapide et souvent brutale des engins militaires sous la pression du front, cette minutie pour une machine agricole était étonnante. Il demanda à Dieter, le mécanicien, ce que faisait le fermier. Dieter, le regard fixé sur les gestes précis de Renaud, expliqua. « Il ne s'agit pas de forger la terre, sergent. Il s'agit de préparer le lit de la graine. Un degré d'inclinaison de la charrue, c'est une perte de rendement de 10% à la moisson. Il ne travaille pas. Il est précision. » Cette révélation a marqué un tournant. Les Allemands avaient été formés pour la destruction et l'efficacité à court terme. Les Français, à travers Renaud, leur enseignaient la durabilité et la prévision à long terme. Le fermier ne pensait pas à la semaine prochaine, il pensait à la récolte de l'année prochaine. Il investissait son temps et son capital dans l'outil le plus cher, non pas par plaisir, mais pour garantir la sécurité et l'abondance future. Ils comprirent que M. Renaud n'était pas l'homme le plus lent de la ferme, mais le plus patient et le plus visionnaire. Le respect qu'ils développèrent pour Renaud s'étendit bientôt à la France elle-même. Si un simple paysan de l'Indre possédait cette ingéniosité technique et cette robustesse économique malgré 4 années d'occupation, alors la France n'était pas la nation décadente et faible que leur avait dépeinte la propagande. Au contraire, elle était un pays dont l'économie de base était incroyablement résiliente et moderne. Leur arrogance s'était transformée en une honte personnelle pour avoir méprisé cette terre. Au fil des semaines, l'atmosphère à la ferme Renaud se transforma, passant d'une hostilité forcée à une coexistence professionnelle et, curieusement, didactique. M. Renaud n'avait jamais cherché à rééduquer les prisonniers par la parole ou la politique. Il l'avait fait par la simple démonstration de la vie quotidienne et de la rationalité économique.
Cet échange silencieux fut infiniment plus efficace que n'importe quelle propagande alliée. Les prisonniers, et en particulier Dieter, le mécanicien, obtinrent le privilège de participer à la maintenance du grand tracteur. Pour eux, c'était un honneur professionnel. Ils démontaient, nettoyaient et réassemblaient les pièces sous la supervision attentive de Renault, apprenant les subtilités du moteur diesel américain. Ils utilisaient leurs compétences militaires pour la première fois à des fins pacifiques, un processus qui leur redonnait un sens de la valeur personnelle au-delà de leur identité de soldats vaincus. Ils ne réparaient pas une machine pour tuer, mais pour produire la nourriture. L'incident le plus marquant de cette phase fut lorsque le sergent Berger, travaillant à la réfection d'une clôture, fut pris sous une averse soudaine et glaciale. Monsieur Renault, sans un mot, lui apporta une vieille veste de travail en toile épaisse et une tasse de tisane chaude. C'était un geste simple d'humanité, non pas de pitié, mais de reconnaissance du labeur partagé. Ce geste, plus que le rugissement du tracteur, brisa les dernières barrières de la haine. Berger comprit que le fermier ne le voyait plus comme un ennemi idéologique, mais comme un homme épuisé par le travail, un homme qui avait besoin d'aide. Ce petit acte de bonté désintéressée était en contradiction totale avec la brutalité et l'absence d'humanité qu'on leur avait inculquées à l'encontre de l'ennemi. Ils avaient été entraînés à percevoir les Français comme des êtres inférieurs, à piller leurs ressources et à mépriser leur culture. Or, c'est ce même Français, paresseux, qui leur offrait la chaleur et le respect. C'était une leçon fondamentale de civilité, un principe que l'idéologie nazie avait méthodiquement éradiqué de leurs esprits. Les chuchotements des prisonniers ne portaient plus sur la paresse de Renault, mais sur l'ingéniosité de sa gestion et la bienveillance de sa famille. Ils parlaient de la qualité du pain, du vin, et de l'incroyable différence entre la vie à la ferme et les rations misérables qu'ils recevaient en camp. Leur séjour à la ferme Renault devint, pour eux, une preuve tangible qu'il existait une autre manière de vivre, basée sur le respect du travail, l'efficacité et une humanité simple qui transcendait la haine de la guerre. Le champ, labouré par la machine américaine, était devenu le lieu d'une rééducation humaine et économique profonde. Le séjour à la ferme Renault prit fin avec l'arrivée des premières pluies d'automne, signifiant la fin de la période intense de labour et de préparation des semailles. Le détachement de prisonniers retourna au camp principal, mais il était radicalement différent du groupe arrogant qui en était parti quelques semaines plus tôt. Il revenait avec une fatigue physique certaine, mais avec un esprit renouvelé, portant sur eux non pas l'odeur de la poudre, mais celle du diesel et de la terre fraîchement labourée. Leur silence était éloquent. L'histoire du fermier paresseux devint instantanément une légende au sein du camp. Le sergent Berger, éditeur, le mécanicien, étaient assiégés de questions. Ils ne racontaient pas une histoire de confrontation militaire, mais une histoire de supériorité technique et économique. Ils décrivirent le tracteur articulé avec une admiration presque révérentielle, détaillant sa puissance brute, sa simplicité de maintenance et l'incroyable efficacité de son attelage de charrue. Ils expliquèrent, non sans honte, comment leur travail d'une semaine avait été effacé en quelques heures par la machine et comment la véritable intelligence de M. Renault résidait dans le fait d'utiliser la technologie pour s'affranchir du labeur inutile. Ce récit provoqua un choc au sein du camp. Les prisonniers les plus endoctrinés, ceux qui s'accrochaient encore au mythe de la supériorité allemande, tentèrent de minimiser l'histoire, la traitant de propagande alliée. Mais Berger et Dieter avaient les preuves. Leurs mains, certes abîmées par les travaux manuels initiaux, étaient propres de la boue des champs, car ils avaient passé la dernière semaine à entretenir la mécanique. Surtout, ils avaient acquis une connaissance approfondie des moteurs diesel puissants et de la machinerie agricole moderne, des connaissances que l'armée allemande avait refusé de leur donner, préférant l'outil de guerre à l'outil de production. Le grand choc fut la révélation de la philosophie de M. Renault, la minimisation de l'effort humain grâce à l'investissement technologique. Pour les soldats qui avaient été sacrifiés sans compter par un régime qui glorifiait le travail exténuant et souvent vain, cette philosophie était révolutionnaire. M. Renault n'était pas un ennemi. Il était le modèle d'un entrepreneur libre et efficace, un modèle que leur propre pays n'avait jamais pu produire à grande échelle à cause des priorités militaires. L'histoire du fermier paresseux devint l'histoire de la défaite idéologique. Elle prouvait, sans discours ni traité, que la France était un pays dont la structure économique et la culture de l'investissement dans le long terme étaient plus saines et plus résilientes que l'Allemagne de la guerre totale.
La puissance de la vérité, transmise de bouche à oreille par ces hommes transformés, éroda un peu plus la foi résiduelle dans l'ancien régime. Le rugissement du moteur du tracteur américain avait été le dernier coup de canon dans la bataille pour l'esprit de ces soldats allemands. L'impact de l'épisode chez M. Renault ne se limita pas à une simple anecdote de camp. Il devint le catalyseur d'une transformation profonde chez le sergent Berger et son équipe. Dans les mois qui suivirent leur retour, alors que l'Allemagne sombrait de plus en plus dans le chaos de l'après-guerre et que les nouvelles des destructions massives arrivaient, ces hommes cessèrent de se lamenter sur leur passé militaire pour se concentrer sur l'avenir, un avenir où l'efficacité technique devait primer sur l'idéologie. Leur baraquement devint un lieu de pèlerinage pour les autres prisonniers intéressés par la reconstruction. Berger et Dieter se transformèrent en instructeurs informels. Ils dessinaient sur le sol poussiéreux du baraquement les plans du grand tracteur américain, expliquant les avantages de la transmission par chaîne, la puissance du diesel et la conception robuste de l'attelage. Ils décrivaient minutieusement l'atelier de M. Renault, insistant sur le fait que la véritable force n'était pas dans la possession de l'arme la plus grosse, mais dans l'entretien préventif et la réparation autonome de l'outil de production. Pour eux, l'Allemagne avait échoué parce qu'elle avait glorifié la destruction rapide au détriment de la maintenance durable. Ils élaborèrent des plans ambitieux pour leur village. Dieter, l'ancien mécanicien, rêvait de fonder une coopérative de maintenance agricole utilisant les principes d'optimisation qu'il avait appris de l'agriculteur français. Il expliquait inlassablement que pour reconstruire l'Allemagne, ils devaient cesser de penser comme des soldats et commencer à penser comme des paysans français, avec pragmatisme, prévoyance et un respect absolu pour l'outil de travail. L'idée de simplicité robuste du design américain, plutôt que la complexité inutile des engins militaires allemands, devint leur credo. Ils comprirent que la vraie richesse était le temps économisé, car le temps, libéré du labeur manuel grâce à la machine, pouvait être investi dans l'éducation, l'innovation ou simplement le repos, éléments essentiels à une société saine. Les notes que Berger avait prises sur les méthodes de M. Renault concernant la gestion des cultures, le cycle de rotation et l'utilisation judicieuse de l'eau devinrent une sorte de manifeste économique. Il ne s'agissait pas de politique, mais d'une application pratique des lois de la nature et de l'économie de marché. Le respect qu'ils avaient vu Renault manifester pour ses machines, les nettoyant, les huilant, les protégeant des intempéries, contrastait avec la manière dont les engins militaires allemands étaient considérés comme jetables par l'Oberkommando. Pour Berger, c'était le symbole de l'attitude du régime envers ses propres hommes. Le souvenir de M. Renault, assis calmement devant son hangar, devint le symbole de la dignité et de la souveraineté économique. Il n'avait pas besoin de l'approbation de l'État ou d'une idéologie pour justifier son travail. Il était l'homme libre qui contrôlait son destin grâce à son ingéniosité et à ses investissements. Cette image, aux antipodes du soldat allemand, dont le destin était entièrement dicté par l'État, fut le véritable ferment de la rééducation. Le fermier paresseux avait, sans le savoir, semé les graines du renouveau économique allemand, basé sur des valeurs pragmatiques et non idéologiques. Leur séjour forcé dans les champs français fut, ironiquement, la meilleure préparation qu'ils aient pu recevoir pour la démocratie et la reconstruction de l'après-guerre. L'histoire de la ferme Renault et du puissant tracteur américain est devenue une parabole de la Seconde Guerre mondiale, racontée loin des livres d'histoire militaire. Elle illustre de manière poignante le fossé qui séparait la propagande et la réalité économique. Le fermier paresseux, M. Renault, incarne la résilience d'un peuple qui, sous l'occupation, a compris que la vraie richesse n'est pas le fruit du pillage ou de la domination militaire, mais de l'investissement intelligent et de la maîtrise technique. Le sergent Klaus Berger et le mécanicien Dieter sont rentrés en Allemagne pour devenir des agents de ce nouveau pragmatisme. Ils avaient vu la lumière, non pas dans un défilé triomphal, mais dans le sillon parfait creusé par un moteur diesel. Ils savaient désormais que pour reconstruire leur pays, il ne fallait pas imiter la ferveur idéologique de l'Est ou l'ambition militaire perdue, mais la patience, l'ingéniosité et l'approche mesurée du paysan français. Ils ont fondé leurs futures entreprises et coopératives sur le principe que l'énergie humaine est trop précieuse pour être gaspillée dans un travail manuel inefficace. L'ironie finale de cette histoire réside dans le contraste entre la technologie de la destruction, les chars et les avions que Berger et ses hommes avaient pilotés, et la technologie de la production, le tracteur qui leur a enseigné la valeur de la vie.
Le rugissement du moteur du tracteur est devenu pour eux le véritable chant de la liberté, le bruit de l'indépendance économique qui permet à un homme de décider pour lui-même et pour sa famille. Cet homme, Monsieur Renault, n'était pas un héros de guerre au sens classique, mais il fut un héros de la productivité, un éducateur involontaire qui a prouvé que la meilleure façon de vaincre une idéologie basée sur le mépris est de la confronter à une vérité simple, l'efficacité et la dignité du travail libre. Aujourd'hui, l'histoire de la ferme Renault résonne comme un témoignage de l'importance de l'outil et du savoir-faire. Elle nous rappelle que le préjugé est la forme la plus coûteuse de la paresse, car il empêche d'apprendre. Monsieur Renault, qui fumait sa pipe tranquillement, savait que la vitesse n'est pas l'efficacité, et qu'attendre le bon moment pour démarrer la machine peut sauver plus de temps et d'énergie que n'importe quelle précipitation idéologique. C'est l'ultime leçon que ces prisonniers ont emportée avec eux pour reconstruire l'Allemagne. L'avenir appartiendrait à ceux qui sauraient allier la discipline de l'effort au génie de la machine. Musique de fin, accentuant l'ironie et le pragmatisme. Ceci conclut l'histoire du fermier paresseux. Si ce récit sur la victoire de l'ingéniosité sur les préjugés vous a marqué, abonnez-vous à notre chaîne et laissez votre j'aime. N'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez. À très bientôt pour un nouveau chapitre inattendu de l'histoire de la guerre.